cas, merci, hein, bravo. Préféré être ici dans un contexte familial et touristique. Alors on essaye de combiner un peu les deux forcément. Je découvre la Suisse et notamment Genève, mais effectivement on est là pour des choses un peu plus sérieuses et voilà, oui, grosse attente de la part de Genève et de tout ce qui a été mis en place effectivement pour les protections de l'homme dans des contextes bien particuliers, à savoir l'utilisation des armes de guerre et tout ce que ça draine, ça génère dans certains pays, ouais, effectivement. Alors c'est vrai que les circonstances sont malheureuses, mais en même temps, sans ces circonstances, il n'y aurait pas eu l'occasion de rencontrer Olivier, donc quelqu'un qui est, on pourrait se dire, loin de tout ça, mais qui a quand même son jugement et qui souhaiterait que les choses changent. Bon alors déjà bravo aux Gilets jaunes pour leur persévérance dans leur volonté de manifester et de revendiquer ce qui est juste. 30 semaines bientôt, on va fêter le 30 semaines, ouais, ça fait beaucoup de temps. Au-delà de ça, je pense que la Suisse a vraiment une position clé au niveau international. Elle a une image qu'elle s'est construite à travers les décennies, voire à travers les siècles. Elle est vue comme ça par l'international et je pense qu'aujourd'hui il faut passer à l'action. C'est pas une grande action mais c'est une action qu'il faut faire et puis ça va être déterminant de voir si cette action peut être faite ou pas. Oui. Comment elle se déroule, est-ce que vraiment la démocratie suisse est en marche, est-ce qu'elle marche ou est-ce que aussi on a des problèmes qu'on ne voit pas forcément. Ça va être vraiment très révélateur de ce qui va se passer ces prochains jours, ces prochains mois, de savoir comment la Suisse peut se positionner sur ce problème en particulier, mais du coup aussi sur l'ensemble des problèmes au niveau international. Alors c'est sûr qu'en Suisse la situation est un petit peu différente, notre cage est un peu plus doré on pourrait dire, ce qui fait qu'on en est peut-être moins conscient, on a quand même beaucoup de liberté en Suisse, on n'y use pas assez. Et c'est vrai qu'on voit vraiment la liberté si elle existe quand on l'utilise. Donc c'est vraiment maintenant qu'on va voir qu'est-ce qui se passe. On a quand même aussi les Nations Unies qui sont là, on a vraiment une situation qui est idéale pour faire bouger les choses et en même temps rien ne bouge. Donc c'est un test, c'est-à-dire que c'est aussi le moment de voir si c'est une vraie liberté ou si ce n'est qu'une illusion. Oui, c'est un test, disons on va dans le concret. On va dans le concret vraiment parce que c'est sûr qu'on a tout un arsenal de lois et de choses qui sont discutées, qui sont débattues longuement. Maintenant, au moment de l'application, combien de temps est-ce qu'il nous faut pour les appliquer? Est-ce que vraiment ça fonctionne? Est-ce que vraiment tout notre arsenal fonctionne? Est-ce que vraiment notre position internationale, notre neutralité aussi peut permettre de débloquer certaines situations qui sont des situations vraiment terribles pour la population française aujourd'hui. C'est aussi un test pour la Suisse de voir si elle pèse toujours autant sur le point international. Alors oui, c'est un test pour la Suisse de voir comment elle peut agir, est-ce qu'elle agit, quels sont les effets que ça peut produire. On a vu qu'il y a eu une position des Nations Unies qui finalement n'a pas eu beaucoup d'écho. Je pense qu'il faut que nous prenions position rapidement pour qu'effectivement on puisse voir l'impact que ça a et puis sinon se dire comment est-ce qu'on peut avoir encore plus d'impact. L'objectif est donc de pouvoir au moins laisser les gens manifester dans la paix quand ils sont pacifiques. Il y a eu 13 000 tirs de LBD, donc c'est 500 par semaine, 500 par samedi. Donc je ne comprends pas pourquoi ces tirs sont faits dans un cadre de self-défense ou pour vraiment maîtriser une situation qui ne serait pas maîtrisable. Il n'y a pas 500 situations immaîtrisables chaque week-end. Donc vraiment on voit qu'il y a une volonté d'utiliser ça comme une arme de terreur pour décourager les gens, pour les encourager à rester chez eux. Et voilà, il y a des vies brisées qui en payent le prix. Qui payent le prix fort d'un choix de vouloir décourager les gens à manifester. Et ça, à mon avis, ça n'est absolument pas tolérable. Ça cache quelque chose d'autre, c'est que vraiment il y a une peur de toutes ces manifestations de la part du gouvernement. Cette chaise a été conçue par Daniel Derset, qui est un sculpteur qui travaille beaucoup qui est un sculpteur genevois, et qui a fait cette chaise justement dans le cadre du débat des mines antipersonnelles. Alors aujourd'hui, ça a été un long combat, il y a eu même un prix Nobel de la paix qui a été distribué pour ce combat. Et maintenant, les mines antipersonnelles sont finalement
interdite un peu partout dans le monde. Ça n'a pas été ratifié encore partout, mais disons c'est assez respecté. Et on voit que quelques personnes peuvent vraiment faire bouger les choses. Et là, on est vraiment dans cette veine-là. Un parallèle intéressant entre l'interdiction donc, des mines antipersonnelles et l'usage des balles dites de défense, mais qui sont en fait plutôt des armes, simplement à neutralité, on appelle ça à létalité réduite. Mais ça reste des armes, très décent. Ça reste des dégâts à vie, c'est des vies qui sont brisées. Donc en plus de ça, il faut savoir que c'est pas les bonnes munitions qui sont utilisées. Donc il y a des dégâts encore plus forts. Il y a eu cette pétition qui a été signée par 175 000 personnes, une pétition qui a été lancée par un chirurgien français et qui a été signée par 175 000 personnes. Je ne comprends pas encore pourquoi il n'y a pas des réactions plus fortes par rapport à ça. C'est vraiment manifeste avec 13 000 tirs qu'il y a un abus de cette arme qui est une arme de défense à la base, qui peut servir effectivement dans des cas extrêmes de défense pour les forces de l'ordre, mais qui là est manifestement utilisée pour créer de la terreur et puis pour faire peur aux gens, pour les décourager et pour blesser les gens, c'est tout. En plus de ça, c'est des armes à visée très précises, donc quand la tête est touchée, c'est qu'on l'a visée. On a aussi, nous, un rôle à jouer à ce niveau-là et à venir en Suisse dire alors, on est là, réagissez, on est, vous savez, et on le restera jusqu'au bout, la preuve vivante de cette répression qui est en train de s'imposer en France, donc avec cette volonté affirmée de casser ce mouvement de gilets jaunes, mais cela peut se produire en Suisse et dans beaucoup de pays d'Europe. Sachez bien que c'est une sonnette d'alarme qui est en train d'être tirée par les Français et la France. C'est ça qui est important, c'est que cette motion, elle ne vise pas expressément la France, même si c'est le premier, peut-être le seul acheteur de LBD, elle vise en fait tous les pays qui achèteraient des armes et qui les utiliserait finalement contre son peuple ou dans des conditions qui sont condamnables. Tout à fait, et on s'inscrit dans une optique de protéger les manifestants et le peuple français, mais aussi dans l'absolu, vu les formes politiques et les mentalités que génèrent les politiciens de chaque pays, on est en droit de penser que ça peut se reproduire dans d'autres pays. Il y a des barrières à ne pas dépasser. Alors, il faudrait vraiment que la France fasse jurisprudence, effectivement, à ce niveau-là. Et puis, ça serait le trio, parce qu'il y a déjà eu le rappel à l'ordre des Nations Unies, un rappel à l'ordre de l'Europe, ne l'oublions pas, et donc maintenant un pays neutre, la Suisse, et peut-être qu'il sera suivi par d'autres pays. Et puis, aussi les pays qui ne sont pas encore armés mais qui pourraient être tentés, donc ça pourrait être aussi un signal fort de dire, voyez c'est LBD, vous pensez que c'est la solution? Non, ce n'est pas la solution. Vous risquez un jour d'être mis sur le banc des accusés et que l'usage de LBD, ce n'est pas une solution, c'est plutôt un aveu de faiblesse. Quand on n'a pas de solution à apporter, eh ben, on apporte une violence. Mais c'est clairement ce que nous montrent messieurs Castaner et Macron, c'est que en fait, d'avoir recours à une telle violence, c'est un aveu flagrant d'un manque de solution. D'un manque de solution et même d'intelligence. Parce que l'homme a recours à cette violence quand il n'y a plus rien en fait derrière. Aussi rebondir sur la réponse qui a été donnée par M. Nunez, qui dit n'avoir aucun regret par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, si on peut commenter. De la part de M. Nunez, rien ne m'étonne. Il transparaît pas grand-chose en fait compte de la vérité, de ce qui se passe véritablement dans nos grandes villes, à savoir une véritable révolte. Et M. Nunez, dans son attitude, les paroles qu'il a vis-à-vis des Français par le biais des médias... Il est dans le déni. Il est dans le déni et c'est d'autant plus insultant. Et pour ce qui est des blessés, des personnes qui ont été marquées à vie dans leur chair, c'est un rajout d'angoisse, de stress, de tristesse et de dépression. Parce qu'il n'a pas de compassion par rapport aux victimes, et c'est vrai que c'est... On se sent... De toute façon, ça cadre avec
cet esprit. On revoit surgir presque les démons d'hier, si vous voulez. Ils tronquent le mot démocratie. Et quand je dis ils, c'est au pluriel. Ils trompent. Vous voyez, la France qui se targue de liberté, égalité, fraternité. Il ne reste vraiment que la fraternité. Le reste, ces personnes-là bafouent les valeurs que drainent. Donc ne sont pas dignes de représenter ces valeurs. Absolument pas. Ou alors, encore une fois, ce n'est qu'une vitrine. Bonjour, donc jour 2, vendredi, devant la salle qui abrite le Grand Conseil, avec Patrice et Olivier, qui assistaient donc au débat, et donc première en Suisse, première aussi à voir ces débats en Suisse, et il nous disait qu'il était agréablement surpris par les débats, la manière que ça se passe, et voilà, je vais avoir un petit peu ton ressenti. Au niveau, tout du moins, du canton de Genève, puisque c'est à ça que j'ai assisté, il y a, on laisse une vraie part démocratique. Il y a un vrai débat qui se construit, et on sent qu'il y a un respect des valeurs démocratiques, effectivement, contrairement à la France pour la période actuelle, en fait. Alors, je suppose que tout n'est pas parfait au niveau du modèle suisse, mais en tout cas, on sent qu'il y a au moins une bonne part démocratique. Oui. Contrairement à la France, vos députés, tout du moins encore pour le canton de Genève, alors je suis extrêmement surpris et agréablement surpris de cette accessibilité. Sortie d'une séance comme ça, on peut discuter avec un député comme on discuterait avec une personne lambda dans la rue. Et mais c'est son rôle en fait, les députés ils représentent le peuple, donc on ne devrait pas être surpris, ça serait plutôt l'inverse qui serait surprenant. C'est ça, mais ce fossé, cette barrière en France s'est construite depuis de nombreuses années, et effectivement, moi en tant que Français, le regard que j'ai sur les députés suisses... Son fonctionnement démocratique. Et son fonctionnement démocratique, tout à fait, c'est quand même... on aurait des leçons, enfin nos politiciens auraient des leçons à tirer. Mais ça c'est pas mal. Ça peut être une chose Comme ça, un peu la réalité. Surtout s'ils savent. Puis un jeune sans sa main, ça parle aussi. Ça parle aussi. L'image, le visuel. Oui, il n'y a pas besoin d'être 200. C'est exactement ça. D'être 5 ou 6 qui sont là en train de montrer comme toi, enfin, etc. Puis d'avoir une photo, enfin, je sais pas, une petite page à 4. Après, on a vu que c'est bien de distribuer un petit truc avec un petit document, un petit flyer, une photocopie. L'idée, c'est effectivement de demander que ce soit traité de façon urgente par le Grand Conseil à la session du mois d'août. Et là, c'est bien, effectivement, s'il y a un peu de... Voilà, une petite manifestation, si les députés peuvent sentir l'urgence de la chose, puis les dégâts qui ont été commis. Parce que tout le monde passe, là. Oui. C'est la même chose que d'être en bas. Les gens qui viennent manifester, ils viennent ici à partir de 4h30, une demi-heure avant. D'accord, Comme ça, ils donnent. Mais donc là, en fait, je pourrais demander une autorisation de manifester. Voilà. Simplement. Je dois dire qu'on sera... Alors, moi, j'ai rencontré les 2 autres signataires. Qui étaient avec vous. C'est bien. Donc ça, avec plaisir. Merci justement d'avoir un petit peu. Et puis, on a rencontré effectivement d'autres personnes. On a parlé un peu. On a pu comprendre un peu mieux comment. On a une longue discussion avec Delphine Bachmann. Ah, aussi. Voilà, oui, très bien. très intéressante. Oui, parfait, excellent. Je suis surpris qu'en Suisse, et notamment sur le canton de Genève, qu'on puisse, en tant que citoyen comme ça, rencontrer aussi facilement des députés, en fait. Ça me paraît incroyable, j'en reviens toujours pas, en fait. Oui, c'est un peu le système qui est comme ça. C'est des gens de milice, ce qu'on appelle des systèmes de milice où on a chacun son activité professionnelle à côté, donc c'est pas des gens qui sont complètement coupés de la population. Quand ça marche, ça c'est le système
un peu idéal. Hein, Non, je suis d'accord, tout mais... n'est pas parfait, mais en tout cas, vous inscrivez quand même par rapport à la France avec une démarche quand même démocratique. Et en ce sens, c'est là où il y a un lien qui est fait entre les députés et les personnes du peuple, en fait. Voilà. C'est plutôt chouette. Voilà, puis surtout qu'avec la démocratie directe, comme on peut être sans arrêt, les décisions des députés peuvent être sans arrêt remises en cause, ça oblige un tout petit peu d'écouter un tout petit peu mieux ce que dit la base. C'est ça la grande différence, c'est qu'il n'y a jamais coupé du terrain, puisque le peuple est toujours là pour toujours rappeler... une possibilité d'être remis en place, si jamais, par le peuple. Voilà. Tout à fait. Non, mais très bien, bah alors on fait comme ça, puis on se tient au courant. Moi, je toujours par mail, il y a un peu de soucis. Super. Merci en tout cas. Et ça me paraît une bonne idée. C'est un espoir. Il faut vraiment se rendre compte qu'en France, il y a une véritable détresse à ce niveau-là. Vraiment. Il ne faut pas trop, comme on disait, se raccrocher à ça parce que c'est. Non, il ne faut pas nourrir de faux espoirs, j'entends bien. Mais si ça peut aider. Mais l'image est là, et l'image c'est important. Absolument, tout à fait. Un bon débat, c'est assez intéressant. Par rapport à la résolution sur le LBD, c'est sûr c'est un peu une déception que ce ne soit pas traité finalement aujourd'hui. Donc là, Problème de calendrier. Il faut dire aussi qu'elle a été mise très tardivement, cette motion. Bien sûr, mais je veux dire, on ne peut pas non plus attendre. Il faut vraiment agir pour ce cas-là. Donc indépendamment de tout le calendrier qu'il y a là, toute la démarche politique qu'on a là, je pense qu'il faut trouver aussi les moyens d'aller rapidement. Alors là, il y a eu un petit peu des bruits de demander l'urgence pour la prochaine séance qui aura lieu fin août, 29 et 30 août. Donc si c'est le cas, effectivement, s'il y a suffisamment de députés qui peuvent le demander, et si les gens sont suffisamment sensibilisés, et là vraiment je fais un appel à tous les députés de se sensibiliser à la cause et de demander aussi cette urgence, de participer à cette demande. Pour que nous puissions simplement aller de l'avant. Parce que, je veux dire, au-delà de la politique, ici, on est là pour une cause, c'est l'utilisation abusive du LBD par la France. Il faut vraiment leur faire pression par tous les moyens. C'est pas ici au Grand Conseil de Genève que forcément on va pouvoir faire bouger les choses de manière fantastique. Mais c'est une première étape. Mais c'est une étape importante parce que Genève, c'est quand même un petit peu la capitale des droits de l'homme. C'est quand même une ville qui recense tellement d'organisations internationales. Côté francophone, qui permet dans un premier temps sourde en fait aux appels de l'ONU, du Conseil de l'Europe, de nombreux signes qui ont été faits. Donc je pense qu'il faut continuer à montrer des signes, à montrer que vraiment il y a une classe politique qui s'inquiète de la situation, qui s'inquiète de cette dérive, parce que finalement manifester c'est un droit. Quand il est plus respecté comme ça, quand chaque fois les manifestants sont provoqués par des forces de l'ordre, eh bien forcément après ça tourne mal. Et là on voit que ça a vraiment mal tourné et ça a brisé des vies. Et des gens qui viennent manifester, qui ont une vie brisée, qui font des kilomètres, des centaines de kilomètres pour certains, pour venir manifester, pour venir exprimer et puis participer à un mouvement et qui ont une vie brisée, moi je ne crois pas que ce soit tolérable dans notre société aujourd'hui. Je pense que si on en est là, eh bien il y a vraiment quelque chose à changer en profondeur. Et à ce niveau-là, il faut vraiment que tout le monde amène sa petite pierre, et les députés, je ne vois ici, ont vraiment quelque chose à jouer. Vraiment des séquelles que vous verrez toute votre vie, qui vont vous handicaper toute votre vie. Patrice qui a fait le déplacement ici, voilà, c'est un changement de carrière, c'est un abandon d'une carrière passion qu'il avait. Je veux dire, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement lourdes à porter pour les personnes qui en souffrent, pour une simple participation dans une manifestation. Et on voit qu'il y a vraiment un petit jeu de la part de la police française à s'amuser à casser du manifestant, qui n'est pas tolérable. Et il faut vraiment qu'on se mette ensemble autour de ce pays qu'est la France, qui abuse de ça, pour leur dire que non, il faut maintenant revenir dans les clous, et il faut revenir dans quelque chose qui soit plus démocratique. Donc ça serait important d'avoir ces condamnations à plusieurs niveaux, au niveau national la Suisse, niveau européen avec l'Europe qui a déjà fait une condamnation, mais qui est encore assez, il n'y a pas dénoncé la France, mais il y a quand même une condamnation. Et puis le stade ultime, c'est donc les Nations Unies. Et si on a cette succession de condamnations, même si un autre pays voudrait commercialiser des LBD, ça serait un moyen de pression. Peut-être là, porter de nouveau le bâton de pèlerin et puis d'aller voir les pays où... Je pense même qu'on peut faire un peu une marche arrière et puis voir dans quelle mesure les LBD qui ont été vendus à la France l'ont été faits sous matériel de guerre. Ou est-ce que ça a été uniquement un matériel de défense? Parce que si ça a été uniquement un matériel de défense, puis que maintenant il y a d'autres munitions qui sont utilisées, qui les transforment en matériel de guerre, du coup on a peut-être un problème aussi. Donc du coup peut-être la Suisse peut intervenir aussi sur ce qui a été vendu déjà. Oui. Donc voilà, il y a toute une recherche à faire comme ça, et pour ça il faut des gens pointus, il faut des gens motivés. Il faut
des juristes. Oui, mais c'est pas que c'est surtout une intention. Il faut à un moment une intention, une véritable intention d'aller fouiller les choses. Parce que faire les choses, après c'est facile à les faire, mais aujourd'hui, se rendre compte si ça a été exporté sous matériel de guerre ou pas, alors qu'on sait maintenant que c'est du matériel de guerre, déjà, voilà, ça va ouvrir une porte. Et ensuite de comprendre que ce n'est pas les munitions qui sont préconisées par le fabricant qui sont utilisées, c'est d'autres munitions, des munitions qui sont plus dures, qui ont d'autres impacts. À ce moment-là, voilà, on ouvre une porte ici où à un moment, on peut presque dire à la France, mais vos LBD que vous possédez, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Il y a quand même un certain suivi que la Suisse doit faire par rapport au matériel qu'elle livre, notamment au matériel militaire, au matériel qui peut créer des dommages sur des populations. Et aujourd'hui, c'est vrai que la France est en véritable, c'est presque, on peut parler de guerre civile, je crois, en France, parce que vraiment, c'est une oppression qui est terrible. Et je crois que personne ne peut laisser faire ça. Et tout ce qui peut être apporté pour faire tourner le moulin, eh bien, toute cette petite goutte d'eau, elle doit être faite. Et que l'avantage, c'est que c'est très participatif. Le défaut, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps. Alors moi, je me dis, la démocratie jusqu'à maintenant en Suisse telle qu'elle est, elle a bien fonctionné, parce qu'elle permet la discussion, elle permet d'essayer de construire des choses et de construire des ponts. Si elle pouvait être identique en France, je vous garantis que... Mais c'est vrai que par exemple, on vote sur tellement de choses que le référendum, qui est une demande en Suisse, obligatoirement. Mais bien évidemment. Mais au moins, vous vous donnez la peine avec une démarche qui est honnête et au moins avec une certaine noblesse, on va dire. Voilà, c'est là où il y a une notion de la démocratie qui diffère et qui est différente. En France, c'est une démocratie centralisée. C'est vraiment, c'est le chef. C'est toujours très vertical. Dans le chef et dans les intérêts du chef et de tout ce qu'il y a autour. Typiquement ici en Suisse, par rapport à ce moratoire sur la 5G qui a été voté comment est-ce que vous ressentez ça ça c'est un bon exemple. Mais alors, moi je soutiens parce que c'est vrai que c'est mon collègue, moi je suis infirmière, mon collègue Bertrand Boux qui a déposé le moratoire au niveau cantonal. Je pense que c'est intéressant parce que ça permet de dire stop, ça permet aussi d'amener l'attention du politique sur certains sujets. Quand on voit la grève des femmes, on peut partager, ne pas partager, être pour, ne pas être pour, défiler, ne pas défiler. En attendant, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, aucun politicien en Suisse ne peut ignorer cette question et les problèmes que ça apporte. Et typiquement, le moratoire sur la 5G, ça dit, mais... Alors après, il y a ceux qui disent, vous êtes anti-technologie, etc. Je crois que la question n'est pas de remettre en question la pertinence de la technologie, elle est en train de se dire, mais est-ce que cette fuite en avant, est-ce qu'en faisant cette fuite en avant sans réfléchir, c'est responsable ? Et je pense qu'en tant que politique, on a cette responsabilité de savoir se dire, mais est-ce qu'on ne doit pas se poser des questions ? Oui. Mais par rapport à la souveraineté du canton, qui en fait se fait remettre en place par Berne en disant que vous n'avez rien à dire, c'est une loi fédérale, restez chez vous, occupez-vous de vos oignons, alors que ça touche finalement tout le monde, 100% de la population. Oui, mais les cantons ont un pouvoir, c'est-à-dire que plus il y aura de cantons qui se mobilisent autour de cette question, moins Berne ne pourra l'ignorer. Et je pense que c'est des phénomènes comme ça qui font que ça marche. Ça prend du temps, mais ça peut marcher. Donc vous pensez que si plusieurs cantons avaient des moratoires comme ça, au bout d'un moment, Berne devrait commencer à refaire sa réflexion ? Je pense. En tout cas, moi, c'est ce que j'estime que Berne devrait faire. Je veux dire, c'est quand même des montants faramineux qui fait qu'il y a un conflit d'intérêts quand même qui est là. Oui, mais ça fait que alors il y a le conflit d'intérêts, mais ça vous le trouvez partout. Par exemple, chez nous, la grosse majorité des membres de la commission de la santé sont membres de conseils d'administration d'assurance maladie. D'accord. Ouais. Et donc ils prennent des décisions qui vont, alors qu'ils sont entre guillemets financés dans ces conseils d'administration par les mêmes personnes qui vont être impactées. Je fais de la politique de manière positive, c'est-à-dire que je me dis, mais si aujourd'hui j'avais aucun espoir et que j'estimais que tout ce que je faisais est une perte de temps, je le ferais pas. Je reste persuadée qu'on peut avoir un impact. Et comme la population a cette voix régulière, non seulement aux élections, mais aussi sur des objets de votation, ça fait qu'en Suisse, les politiciens ne peuvent pas ignorer les volontés populaires. Et on le voit sur un certain nombre d'objets. Et je crois que c'est intéressant. Et dernière question, si vous deviez être sollicité sur une urgence par rapport à cette proposition de résolution sur le LBD, vous seriez pour que ce soit traité de manière urgente ? Alors, je pense que l'urgence, elle est souvent demandée, même pour des choses qui ne tiennent absolument pas compte du contexte de l'actualité. Aujourd'hui, c'est peut-être quand même un contexte qui est relativement actuel. Nous, on discute toujours en interne du parti, de savoir si on soutient ou pas. À titre personnel, je suis en tout cas intéressée à ce que le débat ait lieu. Maintenant, le désavantage de l'urgence sans être passé en commission fait qu'on a parfois, pas une vue d'ensemble du sujet. Et des fois, je trouve plus intéressant d'avoir un travail parlementaire qui se fait, parce que ça permet de prendre des décisions en connaissance de cause, voire des fois de les enrichir.
Et ça, je pense que c'est important aussi de ne pas toujours être dans le symbole. Ouais. C'est-à-dire de ne pas juste dire ah mais on vote pour voter, et puis on paraît très bien, et puis en fait derrière il n'y a rien. Il y a une responsabilité individuelle en tant qu'élu de se pencher sur les sujets qu'on traite. Quoi de mieux que de prendre des personnes du peuple pour représenter le peuple en tant que député par exemple. Et là, effectivement, en France, on a beaucoup de gens qui s'inscrivent dès leurs études en fait. Ils savent qu'ils vont être emmenés à diriger un pays, à prendre des décisions. Et c'est souvent pratiquement en vase clos. En France, on a ce sentiment... Voire côté élitiste, parce qu'en France, il y a des renouvellements des classes. C'est ça, aussi Exactement. qui pose problème. Hein. Tandis qu'ici, il y a quand même une espèce de volonté que chacun vient avec son bagage. Et bien évidemment que quand on est infirmière comme moi, quand on parle des conditions de travail des infirmières ou des choses comme ça, j'ai pas un point de vue de politicienne, j'ai un point de vue mélangé du système que je connais, mes valeurs personnelles et ce que je vis au niveau professionnel. Et justement, vous êtes capable de faire le lien, pour le coup, entre deux partis politiques différents, mais qui, pour le coup, peuvent dégager une même idée à un moment donné. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on est aussi dans une configuration politique, il y a beaucoup de partis, beaucoup plus de partis. Aucun parti chez nous peut faire les choses tout seul. D'ailleurs, la preuve, on n'a pas un président, on a un conseil fédéral composé de 7, enfin voilà, il y a tous ces éléments-là. Après, honnêtement, oui, ça complexifie le système. Mais et pour le système résumer, est loin vous d'être avez parfait. en Suisse, c'est quand même un système politique qui marche. C'est un système qui fonctionne. Il y a bien quelques petits défauts, il faut ça. Alors qu'en France, c'est un système qui marche plus. Qui marche plus parce que ceux qui sont élus ne sont détachés de la base, et puis les gens ne votent pas non plus. Par contre, ça ne veut pas dire que les gens ne s'intéressent pas à la politique. Et en ayant fait des reportages, en ayant rencontré ces gilets jaunes, on a vu que les gens n'arrêtent pas de parler politique. Oui. Tout le temps, tout le temps. Mais parce que la politique appartient au peuple. Ouais, mais à leur Avant niveau. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que l'accès citoyen aux personnes qui décident est un élément clé. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Au-delà, on va dire, des clivages ou des prises de position de fond, l'accès aux politiciens ici existe. Pour cet acte 30, on a donc la mobilisation générale qui est à Montpellier. Ok. Et demain, il y a le soutien aux urgentistes de Pringy parce qu'on sait que nos urgences sont en urgence. Donc il y aura quelque chose à Pringy demain. Il y aura quelque chose à Pringy. Ça sera où? Ce sera sur les ronds-points ou... Ce sera pas loin de l'hôpital, je pense. D'accord. 30, toujours présent. Toujours un soutien, on entend que ça klaxonne. Faut pas lâcher, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y a plus que 8000 gilets jaunes, c'était les derniers chiffres. Oh non, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ça remplissait pas un stade de foot, Castaner. Eh ben on va voir demain. On va voir demain. Donc ça les... Et voilà. C'est tout. On va voir demain. Il faut pas lâcher de toute façon. On les lâchera plus maintenant. On a mordu dans la cuisse, on les lâchera plus. Sinon, vous avez suivi, il y a eu le dimanche dernier à Paris la manifestation des blessés. Ouais. Donc ça monte, puisque en Suisse, ça interpelle des citoyens et un député a déposé une motion en vue d'interdire l'exportation des lanceurs de balles. De défense, qui sont plus des lanceurs de balles de Mais qui défense. sont des armes d'attaque en fait. Des vraies armes d'attaque, bien sûr. Et puis il faut arrêter de tourner autour du pot. Quand il y a 15 000 tirs, il n'y a pas eu 15 000 situations de mise en danger d'un policier. C'est pas possible. Mais jamais. Les vrais, il y en a peut-être des mises en danger des policiers, mais c'est rare. Ça reste quand même très rare. Ceux qui vont sur les manifs, ils le voient. Et puis c'est peut-être pas le LBD qui serait le plus approprié. Mais non. Parce que le LBD c'est un tir à distance. Comment on peut expliquer que on est le seul pays d'Europe à se servir de ces armes-là? Parce que c'est une arme. C'est une arme. On est le seul pays. Pourquoi? Faut se poser la question, pourquoi? Si c'est pas pour éborgner, si c'est pas pour blesser... C'est comme l'arme atomique, c'est une arme de dissuasion. Oui, mais on voit bien que ça... ça fonctionne. Plus ou moins. Il y a des gens qui n'y vont pas, mais en attendant, il y a toujours du monde dehors. Malgré tout, il y a du monde dehors. Il y a des gens qui ont pris peur, c'est vrai. Il y a des gens qui ne vont plus aller en manifestation. Parce que c'est traumatisant. Bien sûr, mais les gens feront autre chose. Les élections, ce dont personne ne parle et que je trouve bizarre, c'est qu'on dit Macron, LREM on dit, 22%, il dépasse la barre des 20%. Il n'a pas fait alliance avec LREM, le Modem et 2 autres partis centristes. Il a fallu 4 partis pour faire 22%. C'est pas Macron tout seul. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a, à part les écologistes et encore, il n'y a aucun parti qui gagne. Ils sont tous perdants ce jeu. Tous.
Oui, il n'y a personne qui a... Marine Le Pen. Nos présidents, on a toujours eu cette stratégie-là pour les élections présidentielles. Le Front National, la méchante bête noire, contre le gentil, alors ça peut être Sarkozy, ça peut être Chirac, ça peut être... on s'en fout. Mais depuis 2002, ça va faire 16 ans. L'épouvantail. Donc à ce rythme-là, ça sera 20 ans. L'épouvantail. Comment Marine Le Pen, elle a pu louper sa confrontation, son face-à-face avec Emmanuel Macron. Il faut bien le revisualiser de nouveau. Elle doit offert les élections. Et elle va le refaire alors. Donc ça veut dire qu'elle trompe les électeurs. Pour moi, hein, comme j'ai analysé la chose, le Front National a offert les élections, le siège de président à Macron pour l'instant. Sinon un mot sur Bilderberg, c'était à Montreux. Ouais. Alors ce qui est scandaleux, c'est que c'est une réunion dite privée qui fait intervenir donc, des hommes politiques, des directeurs, des journalistes, des patrons. Certains. Oui, parce que les journalistes n'ont pas le droit de poser des questions. On est dans une zone de non-droit. Là-bas, on ne vous répondait pas, on vous écarte. Et puis Bruno Le Maire y est allé, alors qu'il a certainement d'autres choses à faire. Quand on voit tous les dossiers qu'il a en ce moment, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il doit préparer le futur. Suivre les ordres. Il doit préparer le futur. Tous ces gens-là ne sont pas mis en place. Ils ne sont pas mis en place pour notre bien en tout cas. Ils sont mis en place pour suivre les ordres. Il est allé charger le bon de commande. Parce que ça fonctionne comme ça maintenant. Ils sont aux ordres. Ça ne stagne pas là, hein. Monsieur, circulez là ou là, mais pas ici. Mais circulez sur le côté, c'est sûr. Sur le côté, ouais, on va pas nous faire en Monsieur, reculez. Vous reculez du périmètre, là. Je recule. C'est bon, je recule, on se calme. Non, moi je me calme et pas là que vous faites. Je recule. Ça vous dérange pas de les voir blessés? Oh, c'est dégueulasse. Je l'avais pas allumé. Rien, il me dit qu'il a gazé lui là. Je l'ai eu ça, il a gazé lui. Bien, ça c'est bien. Et oh, il a tapé, connard. Non mais oh. C'est quoi une femme? Donc c'est une femme d'un certain âge, on n'a pas son âge. Elle a pris un tir de LBD dans la tête et un dans le bras. Elle est tombée dans le coma. D'accord. Elle est tombée dans le coma, elle est partie, elle n'a rien senti. Là, elle a rien senti, mais elle est morte. Elle est bien morte. Donc un décès sûr. Un décès sûr. D'accord. Et suite à 2 tirs de LBD sur la même personne. On est bien en dictature. Je l'ai dit avec force,
Je crois que la crise que nous vivons peut conduire à la guerre et à la désagrégation des démocraties. J'en suis intimement convaincu. Je pense que tous ceux qui croient sagement assis, confortablement repus que ce sont des craintes qu'on agite, se trompent. Ce sont les mêmes qui se sont réveillés avec des gens qu'ils pensaient inéligibles. Ce sont les mêmes qui sont sortis de l'Europe alors même qu'ils pensaient que ça n'adviendrait jamais. C'était souvent les plus amoureux d'ailleurs de cette forme de capitalisme et de l'ouverture à tout craint. Moi, je ne veux pas commettre avec vous la même erreur. Et donc, nous devons réussir à ce que notre modèle productif change en profondeur pour retrouver ce que fut l'économie sociale de marché, une manière de produire, de créer de la richesse indispensable, mais en même temps de porter des éléments de justice et d'inclusion. Et une manière d'organiser l'innovation partout dans le monde et l'ouverture, mais de faire que chacun y trouve sa part. Et donc, et je conclurai sur ce point, ça suppose que nous soyons, nous, collectivement, extrêmement cohérents. On ne peut pas défendre ce que je viens de dire à l'OIT et de dire ensuite, quand on est au FMI autour de la table du Conseil européen, allez, vous allez vous ajuster face à la crise financière et réduire vos droits sociaux. Ça doit être terminé. Et à ce titre, les déclarations adoptées par le FMI il y a 15 jours marquent une inflexion historique. On ne peut pas continuer à dire ce que je viens de dire à l'OIT et continuer à dire quand on est à l'OMC, c'est formidable le commerce, il faut négocier des accords avec tout le monde, quelle que soit leur sensibilité, sociale ou environnementale. Et vive le dumping, ça ira mieux, ça enrichit tout le monde. Je ne veux plus d'accords commerciaux internationaux qui alimentent le dumping social et environnemental. Et en tant que dirigeant européen, je le refuserai partout où je n'aurai pas les garanties sur ce point. Je ne veux plus qu'en Europe, nous considérions que le sujet de l'ajustement économique et financier et de la dette prévaut sur les droits sociaux. Parce qu'à ce moment-là, on nourrit les extrêmes, le doute et précisément la désagrégation de ce qu'est le projet européen lui-même.